En matière d'économie, faites confiance aux experts. Les décodeurs de l'écho avec KPMG, cabinet d'audit et de conseil. Bonsoir, deux sujets ce soir. On reviendra évidemment sur la revendication par l'État islamique de cette tuerie de masse ce week-end à Orlando. Auparavant, cette usine à gaz qui va normalement doubler de volume à partir du 1er juillet. C'est le compte de pénibilité dont les sénateurs qui commencent à examiner la loi El Khomri voudraient sa simplification. Le MEDEF lui demande un moratoire. Mais pourquoi est-il toujours pénible de parler de ce compte pénibilité? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, deux sujets avec une émission raccourcie ce soir puisque nous sommes lundi, on est à une semaine de la finale de la BFM Academy. Vous retrouverez donc Nicolas Dose dans les dernières épreuves avec toute sa bande chroniqueurs, tous les jurés que sont Alain Bosetti, Evelyne Platnik-Cohen. On a également Sylvain Aurébi, notamment, j'en ai probablement oublié, évidemment, F. Chegaray, c'est la principale, la plus ancienne, bien sûr, la BFM Academy, donc tout à l'heure à partir de 20h. Alors, pour démarrer, le compte pénibilité, on en parle ce soir avec Yannick Jarlot, il est expert dans le cabinet Aiming, spécialisé dans les risques professionnels, dans les ressources humaines, dans la qualité de vie au travail. L'un des acteurs directement concernés, Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, et Jean-Baptiste Huet, membre fidèle de l'équipe des décodeurs de l'écho, qui a planché donc sur ce sujet de la pénibilité. Tiens, déjà Jean-Baptiste, on plante le décor, c'est le principe des décodeurs de l'écho, on essaye de savoir, de comprendre. C'est quoi un compte pénibilité? D'où ça sort? À l'origine, c'est simple. C'est après que ça se complique, effectivement. À l'origine, chaque trimestre d'exposition à un facteur de pénibilité vous rapporte un point. Si jamais vous êtes exposé à deux facteurs de pénibilité, 2 points, dans une limite de 4 points par an. Votre compte pénibilité sur toute votre carrière contient maximum 100 points. Après ces points, c'est un peu comme au loto, vous pouvez les troquer contre une formation, vous pouvez les troquer par exemple contre du temps partiel tout en conservant votre salaire. Vous pouvez les troquer aussi ou racheter des trimestres de retraite. C'est ça, on peut partir plus tôt. On peut partir plus tôt. Voilà, c'est ça. Oui. Combien de points, donc le système du calcul? A priori 4 points, 4 points par an et un maximum de 100 points. Alors, ce qu'il faut déjà aussi expliquer, c'est que ces points ne sont pas comme ça donnés au petit bonheur la chance ou sur la couleur de vos yeux, bien entendu. Il y a un certain nombre de critères qui s'appliquent. 4 critères d'ores et déjà qui sont mis en place depuis un petit peu plus d'un an. Exact, oui, depuis le 1er janvier dernier. Depuis le 1er janvier dernier, on a 4 critères donc, qui sont entrés en vigueur. Vous avez le travail de nuit, vous avez les horaires alternatifs, le travail posté, on appelle ça comme ça, le travail répétitif, et puis le travail en milieu hyperbare. C'est par exemple quand les ouvriers travaillent dans les tunnels ou peut-être certains personnels d'avion, quand vous êtes, vous avez comme ça de l'air en surpression. Donc ces 4 critères-là sont en vigueur depuis le 1er janvier. Et a priori, c'est pas forcément les plus difficiles à comptabiliser. Le travail de nuit, a priori, c'est plutôt simple à répertorier. Le travail en milieu hyperbare, on sait combien de temps vous avez passé sous un tunnel, on sait combien de temps vous avez passé dans un avion. Ce sera pour les autres critères que ça va se compliquer. Oui, Jacques Chanu, à la tête de la Fédération française du bâtiment. Le dispositif est en place depuis le 1er janvier, depuis 6 mois. C'est facile ou difficile à appliquer? Ça a été très bien dit. Les 4 critères dont on parle, c'est le côté le plus simple aujourd'hui, notamment le travail de nuit, puisque les systèmes de rémunération ne sont pas les mêmes. Donc de toute façon, c'est déjà suivi par la paye. Là, très très sincèrement, si ces 4 critères ont été lâchés entre guillemets en premier, c'est bien pour essayer de démontrer. Sourire pour séduire. Voilà, c'était pour essayer de démontrer que tout ça était simple comme facile comme un simple clic, comme l'avait dit Madame Touraine il y a quelques semaines. On s'aperçoit par contre pour ce qui va arriver après, c'est un autre problème. 6 nouveaux critères. Mais déjà sur ces 4-là, je tiens à dire sur le travail répétitif, c'est pas aussi simple que ce que l'on a bien voulu nous. Donnez-nous un exemple, qu'on comprenne bien nous le dire, parce que pourquoi c'est difficile à appliquer. C'est la définition de qu'est-ce qui est répétitif. Oui. Donc c'est à partir de là où il y a des interprétations qui peuvent être faites différemment par un certain nombre d'entreprises ou par un certain nombre de collaborateurs. Donc ne croyons pas qu'y compris sur ces 4-là, les choses ont été aussi simples que ça. Dès qu'il y a une interprétation possible, ça devient compliqué. Hyperbare, il n'y a pas d'interprétation. Nuit, il n'y a pas d'interprétation. Répétitif, il commençait déjà à en avoir. Yannick Jarlot. Alors c'est sûr que
même si le rapport Lanouzière a un peu apporté des précisions sur ce risque-là, sur ce facteur de risque, on va commencer dans les entreprises à attaquer le dur. Parce que quand on va s'intéresser aux manutentions manuelles, aux postures pénibles, là on va commencer à toucher la difficulté de cette législation. Parce qu'en fait, si on regarde cette législation, on est tous unanimes. Le bien fondé est clair. Plus on est exposé à un travail pénible, plus notre espérance de vie diminue et plus on peut prétendre à un départ anticipé. Je crois que tous les acteurs sont d'accord pour dire que c'est dans le sens normal des choses. C'est du bon sens a priori. Voilà. Par contre, l'application dans nos entreprises, pour prendre en compte la diversité des situations, la coactivité entre plusieurs entreprises, ça pour les employeurs, c'est un véritable casse-tête et ils vont devoir s'appuyer sur les précédents travaux qu'on fait quand même depuis 15 ans, parce que ça fait quand même 15 ans que les entreprises doivent évaluer les risques, mais c'est un nouveau casse-tête pour les employeurs. Jean-Baptiste Huet, c'est l'Institut Opinionway, donc on connaît bien Bruno Jambard, qui a interrogé les chefs d'entreprise sur un premier bilan donc fait depuis 6 mois. Pour l'instant, globalement, c'est relativement bien appliqué. C'est ce que nous laissait deviner Jacques Chanu à la tête de la FFB. Quelques canards boiteux, on va dire, qui n'appliquent pas. Mais voilà, vous avez 12% des entreprises qui, c'est ce qu'a relevé Opinionway, 12% des entreprises qui ne comptabilisent pas déjà ces 4 critères. Il n'y a pas force, il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien, mais elles sont de fait hors la loi pour le coup. Effectivement. C'est quoi pour des questions de manque de temps, de complexité administrative? Parce que c'est très compliqué. Et puis la majorité du temps, ce sont les petites entreprises. C'est pour les petites entreprises que c'est le plus compliqué. Quand vous avez une entreprise avec 3 salariés où le patron lui-même est ouvrier zingueur, sais-je. Voilà, c'est compliqué, ça coûte cher. Jacques Chanu. C'est exactement ça. Je crois que déjà, dans le même registre de la prévention, il y a le fameux document unique, l'EDU. On s'aperçoit qu'il y a peut-être, dans certains secteurs, plus de la moitié des entreprises qui n'ont déjà pas ce document-là. Où force est de reconnaître que c'est beaucoup moins complexe, d'autant qu'un certain nombre de syndicats professionnels, on a essayé d'accompagner aussi nos adhérents là-dessus. Donc lorsqu'on voit arriver ce qui nous est promis demain avec le compte pénibilité, très sincèrement, l'État déjà est incapable de se l'appliquer à lui-même. Ça, on verra ça. Oui, ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est forcément pas aussi simple que ce qu'on veut bien dire. On parle du privé, on verra que dans le public, c'est différent. Yannick Jarlot, expert dans le cabinet Aiming. Monsieur Chanu a raison. C'est les entreprises sont déjà un petit peu éprouvées à ce travail d'évaluation et de traçabilité depuis 2001. Les nouveautés pour l'employeur, c'est que maintenant, il va falloir tracer individuellement. Et ensuite, il va falloir aller négocier des accords avec les partenaires d'entreprise. Pour des entreprises de petite taille, puisqu'on le rappelle, cette législation s'applique dans toute l'entreprise de plus de 50 personnes. Ces entreprises sont des petites entreprises. Et elles ne sont pas forcément toutes habituées à ce type de négociation. On ne parle pas là, c'est pas une législation qui s'adresse à des grands groupes. Tout juste, et à condition aussi de bien faire la différence entre les entreprises. Or là, il y a une espèce de globalité qui évidemment ne peut pas être applicable, bien sûr. Jean-Baptiste Huet, la suite donc, vous nous dites, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont dans l'illégalité, il y a 12% selon Opinionway d'entreprises qui n'appliquent pas donc les 4 premiers critères. Mais voilà, peut-être le plus dur est à venir. Le 1er juillet, dans 2 semaines donc, 6 nouveaux critères qui vont être mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces critères? Vous avez les postures pénibles, la manutention de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques, les vibrations mécaniques, le bruit et les températures extrêmes. Par exemple, manutention de charges lourdes, ça va être compliqué déjà, rien que pour ça. Combien pèse votre charge? Est-ce que vous allez marcher avec votre charge? Est-ce que vous allez devoir enjamber des obstacles avec votre charge? Est-ce que le point d'équilibre de votre charge, est-ce que vous pouvez la porter sans trop vous tordre? Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud aussi pour porter votre charge? Donc il y a déjà tout. Est-ce que même l'assise, votre stabilité sur le sol, vous n'êtes pas dans de la boue, vous êtes sur... Tous ces facteurs-là sont pris en compte. Les produits chimiques, c'est la même chose. Les produits chimiques, c'est la poussière, c'est les liquides. Ça peut être l'exposition sur les mains, ça peut être l'exposition sur le torse, ça peut être l'exposition sur les jambes. Vous avez une multitude de critères. Les vibrations mécaniques. Oui, les vibrations. Alors, les vibrations mécaniques, je vous ai sorti ça parce que les vibrations mécaniques... Pour ceux qui nous suivent à la télé, ça veut dire quoi? C'est codifié, c'est montré? C'est très codifié. Donc il y a des valeurs qui sont en 2,0 mètres secondes carrés. C'est comme ça qu'on mesure les vibrations. Et alors le problème, c'est qu'au sein même des vibrations, vous avez déjà des différences. Regardez alors pour ceux qui nous voient à la télévision, je montre une petite photo avec
différents véhicules. Il y a des camions, il y a une pelleteuse, il y a une chargeuse pelleteuse, il y a un compacteur tandem, il y a un tombereau rigide, etc. Ça vous parle tout ça, Jacques Chanu, hein. Oh là. Pour chacun de ces véhicules, vous avez des vibrations qui sont différentes et qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vous dire effectivement, Chargé ou à vide d'ailleurs, ce sont pas les mêmes. Chargé ou à vide en plus. Donc ça vous ouvre. Voilà, c'est l'exemple typique. Oui, il a raison, Jean-Baptiste Huet. Je regardais aussi ce que disait au moment de la préparation donc de cette loi la FNSEA, qui recevait des appels d'agriculteurs qui demandaient si le travail sur tracteur ou sur moissonneuse était concerné. Jacques Chanu, alors là, on s'arrache les cheveux. Non, mais très très clairement, c'est une monstruosité administrative. Faut dire les choses. D'un bon sentiment. Parce que je crois qu'on partage tous l'idée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont plus usants que d'autres. Donc d'un bon sentiment, on en fait un système administratif monstrueux pour aller chercher des taxes. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut individualiser un suivi médical pour les compagnons. On ne vieillit pas tous de la même façon. Juste. On n'a pas tous le même type de réaction physique par rapport à ces expositions de pénibilité. Donc là-dessus, de vouloir en faire un système administratif universel, c'est complètement bidon en termes de prévention, j'allais dire, et d'impact réel sur la santé de nos compagnons sur le chantier. L'idée, c'est simplement de se protéger au niveau juridique et d'aller chercher une taxe supplémentaire. C'est ça que nous combattons. C'est ce côté complètement décalé par rapport à la réalité de ce que l'on vit dans nos entreprises. C'est pour ça que c'est très compliqué, à te faire admettre, et vous l'avez dit, ça a été très bien décrit, c'est très compliqué de faire un référentiel. C'est-à-dire de trouver, de définir les choses, parce qu'il y a autant de chantiers que de situations, et donc de vouloir trouver une moyenne, ça veut dire qu'on va rentrer, dans l'abstrait, et dans un système qui, de toute façon, encore une fois, ne sera pas conforme à la réalité de ce qui se passe. Yannick Gerlot, comment on fait la différence, définir une torsion du torse supérieur à 30 degrés, ou encore du torse fléchi à plus de 45 degrés? C'est l'enfer. Ça va être l'enfer. Et encore là, on est sur des risques presque palpables, vous voyez. Ouais. C'est que presque on arrive à se représenter une torsion du tronc. Vous évoquiez tout à l'heure, Baptiste, le fait de pousser ou tirer une charge. C'est presque facile. Quand on va commencer à parler des produits chimiques dangereux, avec des noms barbares, est-ce qu'ils sont mutagènes, toxiques par inhalation, toxiques par contact, pour les employeurs, ça devient un casse-tête. Et je rebondis sur ce que dit M. Chanu. À l'heure où on projette, on allège les visites médicales, on se pose même la question de savoir si le bien fondé visite médicale à l'avenir, est-ce qu'on ne renverse pas la responsabilité de l'expertise de nos experts, médecins, ingénieurs, aux employeurs qui ne sont, dans les plus petites entreprises, pas équipés pour ça. Donc il va falloir que les employeurs prennent très au sérieux cette réglementation, puisque nous ne sommes plus à l'heure de savoir si on aime ou si on n'aime pas cette législation. Il va falloir l'appliquer. Il faut la faire. Ouais. Voilà, donc il va falloir que nos employeurs se fassent aider. Jean-Baptiste Huet. Vous parliez, Fabrice, tout à l'heure du sondage OpinionWay. Ce sondage nous apprend quelque chose d'encore plus intéressant, si j'ose dire. Là, on est en train de s'interroger sur, alors comment on va mesurer les critères de pénibilité. Le sondage nous apprend que les entreprises, beaucoup d'entreprises ne savent déjà pas si oui ou non elles doivent appliquer la pénibilité. Donc, avant même le débat sur comment je vais mesurer, il y a déjà un débat sur est-ce que je suis concerné par la pénibilité. Oui, déjà la pénibilité, on ouvre une parenthèse simplement. Les troubles nés du travail, c'est quoi l'état des lieux justement? Où est-ce qu'on en est? Tiens, Yannick Gerlot, puisque vous planchez sur ce dossier des risques professionnels, quels sont les secteurs les plus concernés? Quels sont les plus grands troubles justement? Est-ce qu'il y a des évolutions notables dans ce qu'on appelle les troubles musculaires squelettiques? Où est-ce qu'on en est là, mi-2016? Alors, on a les secteurs les plus accidentogènes aujourd'hui connus, c'est plutôt du côté du bâtiment et travaux publics. Mais c'est aussi un secteur où on fait le plus de progrès. Oui. Et aujourd'hui... Parce qu'on fait quoi? Plus de prévention? Parce qu'on a fait beaucoup de prévention, on a fait de la prévention depuis des années. Aujourd'hui, les entreprises commencent à avoir le fruit des efforts. Donc oui, ce sont des activités accidentogènes, oui, ce sont des activités pénibles, mais dans lesquelles on a fait beaucoup de choses. On a d'autres secteurs, on peut parler par exemple du secteur de la santé, où malheureusement, dans le secteur de la santé, on n'a pas de lève-charge pour un patient. C'est encore le soignant qui va devoir porter son patient, et donc on a peut-être un retard en matière de prévention. Donc les secteurs sont de plus en plus diffus, et en tout cas ils apparaissent de nouveaux secteurs, parce que les secteurs les plus visibles, eux, ont fait beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose. Jacques Chanu, justement, à la tête de la FFB. Remarque, je vais rebondir. J'enchaînerai après sur la deuxième chose. Qui vient d'être dit et qui est très juste. Ce que je crains, c'est qu'avec le compte pénibilité, on soit dans une logique de réparation.
Or, nos professions font des efforts depuis des années sur la prévention. Et d'ailleurs, on paye une cotisation à part pour ça, l'OPPBTP. Enfin bref, ce que je crains, c'est que nos chefs d'entreprise qui prennent ça comme une forme de punition, surtout un système qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont du mal à appliquer, risquent de se dire, puisque de toute façon il y a réparation, je vais payer pour la réparation, il n'y a plus aucune raison que je paye ou que je fasse des efforts sur la prévention. Et là, on pourrait balayer 30 ans d'efforts de la profession qui, c'est vrai, commence en plus à fonctionner, à porter leurs fruits, même s'il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. Donc, encore une fois, le message qui est envoyé n'est pas le bon. C'est en ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on s'oppose à la manière dont tout ça va être imposé, parce qu'en termes de timing, c'est pour nous une erreur et un message négatif qui est envoyé. Yannick Jarlot, terminé sur le point que vous vouliez développer. Pardon, le deuxième point, c'était quels sont les risques aujourd'hui par rapport à cette liste. Alors effectivement, quand on parle de pénibilité et de santé au travail, les risques qui nous concernent le plus aujourd'hui, ça va être par exemple les gestes répétitifs. Vous parliez des troubles musculo-squelettiques, ça fait encore partie des maladies professionnelles qui sont en croissance en France. On peut parler aussi des lombalgies, donc là on fait plutôt référence à ce que j'ai parlé de manutention manuelle. Là aussi on est très concerné en France, donc ce sont vraiment les deux pathologies les plus présentes aujourd'hui en France. Alors, Jacques Chanu, je le disais, donc aujourd'hui les sénateurs commencent à examiner pour la première fois la fameuse loi El Khomri. Ils vont se saisir de ce dossier du compte pénibilité, ils veulent l'améliorer, ils veulent le simplifier. Vous demandez quoi, vous, à la tête de la Fédération française du bâtiment? Est-ce que vous demandez un moratoire, comme Pierre Gattaz? Je ne sais pas si le MEDEF demande un moratoire, mais en tout cas la CGPME et la FNSEA, on s'est associés à leur démarche pour demander effectivement un moratoire pour une raison simple, qui n'est pas une position dogmatique, c'est de dire que nous ne serons pas prêts pour faire ce fameux référentiel, parce qu'il faut rappeler quand même le principe là aussi, un référentiel de branche qui doit être envoyé à l'État, qui donne un agrément, ça veut dire que ce référentiel devient opposable, c'est-à-dire qu'on a une protection juridique pour toutes nos entreprises, les plus petites d'entre elles, pour dire que voilà, tel métier c'est tant de critères et personne ne peut le contester. Donc on aurait intérêt à la limite à avoir ce référentiel au plus vite. Le problème c'est qu'on n'y arrive pas. C'est qu'on n'arrive pas à définir, ça a été très bien dit tout à l'heure, une moyenne de situation par rapport à ça, parce que c'est trop décalé par rapport à la réalité. Par exemple sur le bruit. Je vais vous donner un exemple concret. Ça concerne combien de référentiels, combien de situations? Écoutez, par exemple, on a à peu près 35 métiers différents, dans lesquels on peut rajouter, je ne sais pas, 180, 200 types de situations différentes, ou même voire de métiers différents. On dit un maçon, il y a un maçon qui fait du béton, un maçon qui pose des agneaux, un maçon qui fait un dallage, un maçon qui fait des joints, et pourtant c'est le même terme. Pareil, tout ça dans tous les métiers. Mais au-delà de ça, c'est énorme, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de choses où, par exemple, un carreleur, un patron carreleur doit donner le temps d'exposition au bruit d'un de ses compagnons. A priori, on se dit un carreleur, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il n'y a pas de souci, lui, en propre. Donc, on ne met pas de critères de pénibilité. Sauf quand on couple... Mais qu'importe, ça, c'est vraiment peanuts. Mais par contre, le carreleur, il n'est pas seul au monde sur un chantier. Si le maçon, qui a oublié une réservation à côté, fait du marteau-piqueur toute la journée à côté de l'ouvrier carreleur d'une autre entreprise, comment voulez-vous que le patron du carreleur le sache? Et pourtant, l'ouvrier sera en droit de dire « moi, j'ai été exposé pendant toute une semaine à ça ». Donc, vous voyez, c'est de vouloir faire là aussi une sorte de moyenne, de vouloir faire des généralités, ça aura un impact négatif. Et surtout, encore une fois, ce que je crains, c'est que tout le monde s'abrite derrière ça et qu'on réfléchisse beaucoup moins aux vraies situations de mise soit en danger, soit en pénibilité. Jean-Baptiste Huet, là on parle du privé, on parle des entreprises du bâtiment de Jacques Chanu, celle que conseille Yannick Jarlot avec son cabinet Aiming. Et le public, dans ce cas-là, je crois que le public n'est pas toujours, encore une fois, le bon élève de service. C'est encore une autre histoire, pour le coup. C'est presque, vous allez le voir, c'est presque un aveu de faiblesse d'une certaine manière. Le gouvernement réfléchit évidemment très activement au fait de transposer à la fonction publique la pénibilité. Donc, on en a parlé, les hôpitaux, la police, etc. Un rapport a été commandé à l'IGAS, à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est un grand corps de l'État par excellence, dont la parole fait presque force de loi. Que dit l'IGAS? Elle nous a rendu le rapport lundi dernier, 68 pages. L'IGAS dit clairement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas faire, on ne peut pas appliquer la pénibilité à la fonction publique. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ouvre une parenthèse. L'IGAS, d'ailleurs, décrit, entre guillemets, la tuyauterie administrative de la fonction publique.
c'est un autre débat, mais il faut d'abord remettre à niveau la fonction publique. Voilà. Mais en l'occurrence, ne dites pas que vous avez lu le rapport de l'IGAS. Je l'ai abondamment feuilleté ce week-end, Fabrice. Pas trop pénible, sans jeu de mots. Non, mais très clair. Pour le coup, très clair. Très clair, mais on ne sait pas faire. À la décharge, par exemple, à la décharge d'un maire qui est à la tête d'une collectivité territoriale, vous prenez une ville, c'est 450 métiers différents, du dresseur de chiens à l'institutrice. Donc, allez faire l'évaluation des risques dans cette multitude de métiers. On est encore loin des 35 métiers du bâtiment. On est autour de 450 métiers avec des expositions très diverses selon les zones dans lesquelles sont réalisés ces métiers. Donc c'est d'une vraie complexité. Et je crois, on se posait la question de savoir de quoi ont besoin les entreprises. Je crois qu'elles ont besoin d'aide. Et on discutait avant cette émission avec M. Chanu, est-ce que nous sommes aidés par les institutions, je pense à la sécurité sociale, je pense à l'État. Quelles sont les aides apportées aux entreprises? Je crois vraiment que si on veut se mettre en conformité, il faut faire simple. Il faut vraiment faire simple et il faut aider nos entreprises. Je parlais des sénateurs qui vont s'emparer du dossier. Un Sénat de droite, Jean-Baptiste Huet, on le rappelle. Il y a une primaire qui est organisée par les Républicains. Comment se profilent les candidats à la présidence de la République pour l'an prochain? Il y a presque un paradoxe, parce que la pénibilité, c'est une histoire ancienne en France. Ça nous ramène en 2003. C'est Jean-Pierre Raffarin à l'époque qui avait initié ça, notamment pour une partie du secteur hospitalier, la notion de pénibilité. Nicolas Sarkozy, pendant son quinquennat avec la réforme de retraite, avait mollement rouvert le dossier, mais sans trop y retoucher. Donc finalement, ça a été entériné, mis en place par ce gouvernement-là. Aujourd'hui, les Républicains n'en veulent plus. Que soit Nicolas Quel que soit le candidat. Quel que soit le candidat, ils disent on enlèvera ce sera terminé, on enlèvera la pénibilité. Ce qui pourra faire d'ailleurs les affaires de certains patrons que j'ai eu au téléphone ou patrons de fédération qui m'ont dit, dans un premier temps, effectivement, on espère que ces 6 mesures soient reportées. Et puis n'oubliez pas qu'on est en année présidentielle, élection présidentielle. Et on va en profiter justement pour demander. Jacques Chanu, oui, vous voulez là-dessus ou pas? Non, deux choses. Un, pour le rapport de l'IGAS, c'est les masques quand même. C'est-à-dire l'État qui nous a bassinés pendant des mois en disant que c'était très facile et qu'on n'avait qu'à se mettre au travail et qu'il n'y aurait pas de problème. Encore une fois, on a été très marqué par la provocation. Vous n'êtes pas surpris, c'est comme pour les délais de paiement. Oui, mais on a été quand même un peu froissé, pour rester poli, par la fameuse déclaration que c'était simple comme un clic sur un ordinateur. Le rapport de l'IGAS est particulièrement... Et là, le rapport de l'IGAS, c'est quand même bas les masques. Je crois qu'il faut le dire, et très clairement. Quant aux affirmations des candidats de l'opposition, on les entend bien sûr, mais encore une fois, je crois qu'il faut être lucide par rapport à ça. Il y a une attente sociétale forte par rapport aux métiers difficiles ou dits pénibles. Ce terme pénible est un peu désagréable aussi, mais qu'importe. Aux métiers dits difficiles. Vraiment, ce que nous combattons tous, et je pense que les sénateurs de la majorité au Sénat actuellement réfléchissent là-dessus, c'est de trouver un système qui permette aux carrières longues dans des métiers difficiles de pouvoir peut-être sortir avant par la formation et autres, mais pas par une réponse administrative, encore une fois. La chose que nous combattons, c'est cette monstruosité administrative. On ne se bat pas contre le principe, on dit simplement que c'est le mauvais système et en plus au mauvais moment. Parce qu'il faut rappeler une chose quand même, c'est que nous sommes plus seuls au monde dans notre pays et qu'il existe aussi ce qu'on appelle du détachement et où là les gens ne sont pas concernés et que je crains que certaines entreprises évacuent le problème comme ça. Au profit ou au détriment de... Et voilà, et au détriment. De je ne sais où, d'Europe de l'Est. Les robots pourraient venir au secours de la pénibilité, mettre tout le monde d'accord ou pas? Oui, Yannick Gerlot. Bien sûr, alors solution au risque, solution pour la pénibilité certainement, risque pour nos emplois certainement aussi. Merci Yannick Gerlot, expert dans le cabinet Aiming qui accompagne donc les entreprises pour leur parler de risques professionnels, de qualité de vie au travail. Jacques Chanu, c'est le président de la Fédération française du bâtiment. Jean-Baptiste Huet, reporter dans l'équipe des décodeurs de l'écho. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette tuerie de masse à Orlando ce week-end. Donc, on va en parler avec Camille Grand, le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Question ce soir, à quoi va ressembler l'Amérique après cette tuerie d'Orlando? Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.